Donc, peut-être préciser en commençant que contrairement à ce qui a été présenté beaucoup ici, mon corpus ne s'inscrit pas dans la culture populaire américaine, mais je parle bien d'une auteure qui est finlandaise, mais qui donc écrit d'une certaine façon sur le populaire. Vous verrez que ma présentation s'inscrit vraiment dans la lignée de celle de Fanny, donc comme quoi on peut faire communiquer certaines cultures. Donc, je commence. Il y a donc dans l'œuvre de l'auteur Rosalie Xum un important décalage entre le ton de la description et son contenu. La violence et le pathétique des situations décrites ne trouvent pas, dans l'implication émotive des personnages, leur équivalent. Ainsi, l'innommable et la banalité cohabitent dans cet espace restreint de la nouvelle et vont jusqu'à provoquer l'inconfort de la lectrice et du lecteur. Dans le cadre de ce colloque, il nous a été proposé de penser l'irrévérence féminine dans l'imaginaire contemporain. L'œuvre de Lixum propose plusieurs figures de femmes irrévérencieuses qui toutes transgressent d'une façon ou d'une autre le féminin accolé à leur sexe. Elles débordent et en ce sens, elles sont ingouvernables. Donc, si la violence commise par les femmes dans les nouvelles de Lixum m'a rapidement intéressée, c'est principalement parce que cette association dérange, au sens où elle va à l'encontre d'un mythe accolé aux femmes, perpétuant et naturalisant leur assimilation aux qualités dites féminines, de la douceur, de la bonté ou encore de la générosité. J'utilise le mot mythe au sens où Barthes l'entend lorsqu'il parle de celui-ci comme système de communication qui, sous le mode de la signification, participe à naturaliser et purifier l'objet de son discours. Ainsi, une partie de mes recherches, à la maîtrise, s'attarde à comprendre les modes d'apparition de la violence commise par les femmes, mais également son implication dans l'ébranlement des catégories de sexe et de genre. Donc, j'ai fait un petit plan juste pour illustrer un peu le propos. Donc, les sujets à partir desquels je propose de travailler sont définis comme femmes par un système qui, comme l'écrivent Anne-Marie Dorn-Richard et Anne-Marie Devreux dans leur article « Rapports sociaux de sexe et conceptualisation sociologique », est donc producteur de réel. Celui-ci comporte une part idéale et une part matérielle indissolublement liées qui, ensemble, produisent du sens. Ainsi, pour les auteurs, pratique et représentation sont inséparables. Ces relations qui font système sont les mêmes dans les nouvelles de Lixum. Il s'agit en cela de situer la parole de la narratrice de chacune de ces nouvelles dans ces mêmes rapports. Ainsi, penser la violence des femmes implique une compréhension du sujet fictionnel femme qui n'est jamais totalement détaché du sujet réel femme. Donc, je propose ici, à partir des notions de rapport social, de sexe et de genre, de situer ce sujet et ce qu'il met en tension pour penser la violence comme transgression de genre. Toujours dans l'article « Rapports sociaux de sexe et conceptualisation sociologique », les auteurs appellent le travail de plusieurs féministes qui, dans les années 70, ont cherché à montrer que les rapports entre les sexes ne sont pas naturels, mais sociaux. Le discours sur la nature est un discours sur un rapport de fait, et donc sur un pouvoir, de fait, et donc pour elles, il s'agit d'un constat, mais pas n'importe lequel, d'un constat prescriptif qui stipule l'obligation de conserver la place attribuée, puisque femmes et hommes sont ainsi faits. En pensant le rapport social comme faisant système, les auteurs précisent toutefois qu'il est actif, et qu'en ce sens, il est important de lier la question de la catégorisation à celle de la reproduction du rapport. Si le rapport social met en relation des groupes d'individus aux intérêts opposés, les auteurs pensent que le dynamisme de ce rapport permet l'action des individus sur ce dernier. Il s'agit en cela de souligner le fait que la reproduction d'un rapport n'implique pas sa duplication et qu'ainsi, il faut en observer la permanence et les transformations. Dans le cadre de ma recherche, la question qui revient sans cesse concerne le potentiel de la violence des femmes, jumelée à l'ironie féminine, comme forme transformatrice et donc déstabilisatrice de ce rapport de domination. La notion de genre insiste elle aussi sur l'importance de la répétition et de la performativité dans la catégorisation des individus. Pour Alexandre Barry, auteur de l'article « De la construction du genre à la construction du sexe », le genre est, et je cite, un ensemble de normes régulatrices orientées téléologiquement vers un idéal de genre, le masculin ou le féminin, qui fait advenir ce qu'il dit, ce qu'il nomme et ce qu'il répète incessamment, sous peine de s'interrompre étant donné sa contingence. Ainsi, Barry, à partir de Butler, insiste sur la performativité du genre. Je cite encore, « Le masculin et le féminin n'existent pas préalablement, mais ce sont l'énonciation et la répétition des genres normatifs qui leur permettent d'exister. » Le refus par les personnages de Lixum d'agir en conformité avec le genre imposé à leur sexe, désigné,
provoque une rupture par rapport à une association sexe-genre posée socialement comme naturelle. Par là, en rompant la répétition et en renonçant à performer leur genre, elle démontre toute la contingence de ce système. De plus, Barry démontre que, pour Butler, le genre n'est toujours déjà que citation et répétition de lui-même qui autofonde son pouvoir de réaliser ce dont il parle. En ce sens, il est lié au sexe mâle ou femelle qui est modelé par les normes, le langage et les jeux de pouvoir. Tous deux, finalement, ne doivent leur pouvoir qu'à leur répétition et leur acceptation dans l'espace social. En refusant la réitération du même, les femmes dans les nouvelles de Dixon transgressent ce système normatif et nuisent à son pouvoir. Il est précisé dans l'ouvrage collectif « Penser la violence des femmes » que cette violence commise par les femmes est au centre d'un mouvement paradoxal qui, je cite, d'un côté fait de la violence du sexe faible un tabou, ou qui, de l'autre, hypertrophie cette violence pour en stigmatiser la démesure. Il s'agit en cela pour les auteurs de produire et de reproduire la différence des sexes. Parallèlement à ce qui a été dit plus tôt, la violence des femmes représente une menace à l'équilibre des rapports sociaux de sexe tels qu'ils existent à présent, en ce sens que ces femmes deviennent, par leurs actes, actrices de ce rapport qui se fonde sur la négation de leur statut de sujet. De plus, elles agissent contre les prescriptions de leur genre puisqu'elles refusent d'adhérer aux valeurs de la féminité en s'associant à une violence souvent gratuite. C'est donc dans la logique d'une transgression à la logique des rapports sociaux de sexe, mais aussi de genre, que s'inscrivent les personnages de Dixon. De plus, l'auteur, par le refus d'une explication psychologique directe pouvant légitimer d'une certaine façon cette violence, inscrit cette dernière dans la banalité. En ce sens, elle inverse les conceptions naturalisantes qui font de la violence des hommes un fait naturel, souvent basé sur l'idée que ces derniers sont biologiquement plus prompts et aptes à utiliser la violence, alors que les femmes seraient, tout aussi naturellement, incapables de violence et donc constamment victimes de celle-ci. Ce rapport s'inscrit également dans une conception hétéronormative des rapports entre les hommes et les femmes, alors que Rowe, auteur de Unruly Woman, dont tu as parlé un peu plus tôt, elle écrit, et là j'ai un accent épouvantable en anglais, donc je vais le lire, mais je vous ai quand même mis la citation ici. Donc, il est important to remember that expressions of women's anger are disturbing to women and men alike because they challenge an ideology of heterosexuality that identifies sadism with men and masochism with women. De plus, lorsqu'elles sont violentes, les femmes sont le plus souvent considérées comme folles. Rowe écrit à ce propos que the label of insanity denies the woman even a criminal's capacity for agency, guilt, and moral responsibility, and attempts to reduce the dimension of their story from tragedy to melodrama, a typical strategy for narrating the events of women's lives. Donc, en ce sens, elles sont davantage des deranged fools que des heroic transgressors. Dans les nouvelles de Dixon, les femmes prouvent qu'elles sont toutes aussi capables de violence que les hommes. Dans le cadre de mes recherches, j'en suis encore à définir la violence et en délimiter ses acceptions. Pour l'instant, j'inclus entre autres la violence verbale, l'évocation d'actes violents, puisque sur le ton de la banalité, la violence sexuelle et le meurtre. Précisons que Rosa Liksom est une écrivaine du nord de la Finlande et que son œuvre s'inscrit dans un corpus très majoritairement masculin. Il faut le dire, le Nord est l'espace des hommes. Dans l'imaginaire occidental, le Nord nous est parvenu par les récits d'explorateurs et de conquérants qui ont cherché à s'y mesurer. Les femmes et le féminin y sont absents. Pourtant, elles ont su y vivre et surtout y survivre. Yuval Ridampa rappelle dans son article « A Masculinist Northern Wilderness and the Emancipatory Potential of Literary Irony » que le genre... je l'ai aussi mis. Non, c'est la prochaine, pardon. Que le genre of Lapland literature was overly masculine or masculinist in several ways. First of all, the Lapland writers were all male. Donc, mais aussi que, et voici la citation que je vais faire en ce moment, in Lapland literature, femininity and masculinity have conventionally been separated through the descriptions of being and doing. The actor is always an active man placed in a cold, barren, natural environment, while the woman's role is more passive, basically staying at home. Un des procédés de subversion de Nixon est d'ailleurs souvent de présenter les femmes dans leur environnement intime, donc toujours dans la logique du home, mais cette fois-ci, elles détruisent ce qui en fait l'harmonie.
Ce faisant, elle dévoile toute la violence de ce qui constitue cet espace relayé aux femmes en parlant ouvertement et encore une fois banalement de ce qui se passe réellement en rideau fermé. De plus, par le fait qu'elle est une femme, la production de Rosalie Xum est d'autant plus subversive. Elle détourne les attentes du lecteur et de l'institution littéraire. Faire de la littérature non féminine en étant femme, c'est-à-dire ne s'inscrivant pas dans ce qui est entendu d'une production de femmes, donc des romans d'amour ou des romans à l'eau de rose, c'est déjà en soi une transgression, un geste politique provocateur. Finalement, l'œuvre de Liksom est pour Ridanpa tout à fait singulière dans le paysage littéraire finlandais. If we look back at the history of Northern literature, to be a female author was an emancipatory move in itself, but the performance achieved by Rosalie Xum was something which could not be imagined from a Northern author. Donc, penser la violence des femmes dans ce contexte relève alors d'une double impossibilité. L'association des femmes à la violence d'une part et le récit d'une femme du Nord de l'autre. De la même façon, les contenus dans les nouvelles de Liksom sont majoritairement liés à la déviance. Celle-ci est identifiable à partir des ruptures au sens commun, à ce que la normalité prescrit comme comportement ou émotion. C'est dans ce décalage entre normalité et anormalité que s'insère l'ironie dans le texte. Lucie Joubert, dans Le Carquois de velours, l'ironie au féminin dans la littérature québécoise, rend compte de la difficulté à définir l'ironie. Elle soulève toutefois quelques éléments qui la fondent et la distinguent de l'humour. Ainsi, l'ironie, je cite, se détecte à travers la signalisation d'une différence ou d'une opposition entre les faits attendus et les faits produits. Elle se cache dans le texte lorsque les affaires et les événements sont l'inverse de ce que nous présumions, sorte de moquerie du résultat espéré ou approprié, la contradiction moqueuse entre promesse et accomplissement ou entre apparence et réalité. Pour Catherine Suhonen, auteure de l'article de l'humour noir au rire jaune, les mécanismes textuels de l'ironie chez Marie-Claire Blais et Rosalie Xum, le recours à l'ironie sert à créer une tension entre le texte et les attentes du lecteur ou de la lectrice qui, eux, témoignent d'un ancrage dans une réalité sociale. Pour Suhonen, je cite, « La flèche de l'ironie ne cible pas seulement les phénomènes sociaux qui entourent le lecteur. C'est au moment où celui-ci constate que le texte dévoile ses propres préjugés que l'humour noir se transforme en rire jaune. » Dans le même sens, Outsiders d'Howard Becker s'ouvre sur une citation de l'auteur William Faulkner qui renseigne quant à la façon qu'a Becker d'aborder la déviance dans l'ouvrage. Il écrit « Ce n'est pas tant la façon dont un homme agit que la façon dont la majorité le juge quand il agit ainsi. » Ainsi, pour Becker, la déviance est d'abord pensée selon l'implication individuelle de celui qui la pose. Donc, dans ce sens-là, Suhonen décrit les mécanismes d'implication du lecteur et de la lectrice, et Becker nous renseigne sur la capacité de la déviance à en dire plus sur l'individu qui pose le jugement que sur celui identifié comme déviant. Suivant la même logique, certains des éléments les plus discordants des textes de Liksom concernent le genre et le sexe de la narratrice. Suhonen écrit, je cite, « Nos croyances par rapport au sexe de la violence sont l'une de ses cibles préférées. Si le comportement agressif a traditionnellement été réservé aux hommes dans la croyance sociale, dans les textes de Liksom, la mort violente arrive par la main d'une femme. C'est le cas notamment dans une des nouvelles, alors qu'une femme, se cherchant un Nick Cave dans un bar, finit par passer la nuit avec un pêcheur gros et huileux. On suppose la passivité de la femme qui semble détachée et lasse. Elle écrit donc « Je fais ce qu'il désire », alors que la nouvelle de 2 pages se termine par « Je le laisse entrer en moi et au même instant, je le saisis à la gorge et je serre aussi fort que je peux. Il y a un léger râle, puis la vie quitte ce corps luisant de graisse. » L'ironie, en tant qu'elle est associée aux classes dominantes, relève dans le cas de Liksom d'un renversement du pouvoir, alors que l'auteur l'utilise contre les structures de cette classe. Pour être réussie, l'ironie demande une aisance dans le langage. Lucie Joubert écrit, et je cite, « L'ironie au féminin paraîtra subversive, beaucoup plus que sa contrepartie masculine, puisqu'elle devient l'expression de l'assurance d'une certaine supériorité chez une catégorie de personnes traditionnellement maintenues à l'écart du pouvoir. Ainsi, l'écriture devient un instrument d'émasculation. Joubert demande « Comment interprétera-t-on l'agressivité, la colère, l'amertume qui se cache derrière l'ironie lorsque l'on comprendra que c'est une femme qui se donne un tel pouvoir de parole. » Dans le recueil de nouvelles Noir Paradis, Rosalie Xum présente sous la forme d'un journal divisé en 3 sections, donc société, économie et sport et étranger, la vie pathétique de personnages anonymes. L'une de ces nouvelles concerne le récit à la première personne d'une jeune nationaliste.
Celle-ci permet de faire un rapport intéressant avec le texte de Dawn Richard et Devreux, dont j'ai parlé un peu plus tôt, alors que ces dernières, dans leur texte, font appel à une étude portant sur les soldats en formation, dans le cadre donc du service militaire obligatoire. L'armée, en tant qu'institution majoritairement masculine, je cite, apparaît ici comme le lieu de socialisation sexuée des dominants. Elle est à la fois un vecteur de transmission et d'apprentissage de l'ordre hiérarchique entre le féminin et le masculin, soit l'inférieur et le supérieur, le dominé et le dominant, et un lieu d'expérimentation pour la construction de stratégies de positionnement dans la division sexuelle du travail. Dans la nouvelle de Lixom, un narrateur fait l'éloge, un narrateur, et disons, j'utilise dans ce sens-là le masculin au neutre, un narrateur fait l'éloge de l'armée et fait état de son rêve de l'intégrer. Le discours porte une grande violence nationaliste où les valeurs militaires masculines sont particulièrement dérangeantes. Il s'avère à la fin de la nouvelle qu'il s'agit d'une narratrice. Et ce qui l'exclut donc des forces armées, ce n'est pas son discours, avec lequel elle semble totalement en adhésion, mais son sexe. Rappelons qu'il n'y a pas de genre dans la langue finnoise, contrairement au français qui est une langue très genrée, ce qui permet donc plus facilement ce retournement des attentes de la lectrice ou du lecteur quant au sexe de la narratrice ou du narrateur. Ainsi, la jeune fille fait mieux que les hommes, je cite, « C'est mon père qui m'a appris que les filles doivent être dressées comme les garçons, pour la même cause. J'ai toujours réussi, je continuerai toujours et je ferai encore mieux, toujours mieux. » Le premier verbe conjugué au féminin est « rejeter », donc dans la traduction française, avec un « e » à la fin, donc on comprend qu'il s'agit d'une femme. Il est le premier élément qui confirme le sexe de l'individu se racontant. Suivant ce rejeté féminin, s'accole l'affirmation « je veux être un chef », c'est bien sûr au masculin. Ainsi, les aspirations guerrières de la jeune fille n'ont pas de valeur dans l'espace des hommes. Elle dit « je m'en fiche pas mal de leur loi finlandaise ». Et en ce sens, elle précise bien que les femmes sont soumises à ces lois, mais ne participent pas à les élaborer. À la fin de la nouvelle, le désir du père qui, je cite, a lui aussi en son cœur cet espoir que je deviendrai un jour une étoile célèbre dans les pages de l'histoire de la Finlande, dévoile l'ironie de la situation puisque l'on comprend très bien, par les propos de la jeune fille, que les femmes ne font pas l'histoire. Il faut devenir un homme pour parvenir à ce privilège. Ces derniers, par le sang qu'ils ont versé, peuvent revendiquer la paternité de la Finlande, ce qui est né aux femmes. Finalement, la nouvelle La Veuve présente une autre nouvelle, donc dans le recueil de Noir Paradis, présente un personnage de femme qui mêle grossièreté et violence dans une rencontre improbable avec les fonctions de la ménagère. Celle-ci raconte au début de la nouvelle comment son mari, que l'on comprend lié au crime organisé, s'est fait assassiner dans sa propre maison. Elle dit « On a tué mon mari à coups de fusil il y a 3 ans dans la petite ville d'Atari. C'était un fusil de chasse à canon scié. On a tiré de si près que la tête a éclaté d'un seul coup. Les murs de la maison étaient éclaboussés de cervelle. » Tout en décrivant de façon graphique la mort du mari, la femme se délecte de son poulet graisseux de façon bruyante. Au malaise ressenti par la lectrice ou le lecteur s'ajoute l'absurde, alors que pour elle, ce qui est horrible dans cette histoire, c'est, je cite, de devoir nettoyer la maison dans tout ce désordre. Elle ajoute à l'attention de son interlocutrice qu'elle connaît à peine, « Tu sais, ma petite, tu peux pas t'imaginer à quel point tout ce sang, ces morceaux de cervelle, étaient collés au mur. » Puis, le corps de l'homme est décrit comme de la viande, des lambeaux de chair et de sang. Le repas de la femme devient pratiquement l'image cannibale de l'épouse qui dévore les restes de son mari. Elle termine son récit et son repas, puis, je cite, « ramasse les os dénudés, en fait un petit tas sur le bord de la table et elle rote très fort. » La nouvelle se termine comme ça. Donc, en terminant, je souhaite rappeler que pour Lucie Joubert, l'écriture fait écho à la volonté de remettre en question le jeu de pouvoir sur lequel reposent les fondements de la société actuelle. En s'attaquant aux systèmes que sont les rapports sociaux de sexe ainsi qu'aux présupposés de genre, Rosa Lixom dévoile la fragilité de leurs fondements. Donner à voir des femmes violentes, c'est aussi démontrer l'arbitraire des catégories du masculin et du féminin. La violence des rapports et des actes, des propos et des actes, dans les nouvelles de Lixom, et l'ironie qui l'accompagne, noircit le portrait imposé de la femme rose. Donc, je terminerai avec cette question, parce que je crois qu'on peut alors se demander si une femme peut écrire de cette façon, qu'est-ce qu'une femme? Donc, j'ai terminé. Merci.